Salut Alain. Salut Laurent. Alain Fabre, membre du conseil d'administration de la Ligue PACA, élu donc responsable de l'arbitrage au sein de la commission de ligue des officiels techniques. D'abord, même question qu'à tout le monde, comment se passe le confinement et peut-être par extension, comment ça se passe avec les officiels techniques? Alors pour moi, le confinement se réduit à passer mes journées en face à face avec mon ordinateur et mon smartphone. Et comme la plupart des gens, je passe en PACA. Par contre, il faut avouer que je n'ai pas à me plaindre parce que je suis en villa, dans un endroit calme et je vois des ifs, des pins parasols une grosse partie de la journée. De ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai un rythme journalier. J'essaye de tenir le même rythme journalier que pendant les périodes où j'étais pas en confinement. Donc, c'est-à-dire, je bosse, je fais des moments de détente, du sport, de la lecture, un peu de cuisine. J'essaye de me former et notamment, j'utilise des MOOC. Alors, les MOOC de l'AMA, par exemple, l'Agence mondiale antidopage, ou des MOOC sur la culture, la discrimination et des points comme ça. Donc mes journées sont assez chargées et bien occupées. Ah, et il est évident aussi que je passe une partie de mon temps à travailler sur des actions de la Ligue ou de la Fédé, parce que je suis aussi membre de plusieurs commissions à la Fédé, et que la vie continue pendant le temps du confinement, heureusement. Ok, donc tu mets tout ce temps à profit, c'est bien. Justement, tout ce temps, quel problème ce confinement, ça engendre l'arrêt donc de toutes ces activités sur les formations, sur le suivi, est-ce qu'il y a des solutions Alors, aujourd'hui qui sont étudiées pour résoudre ces problèmes? Alors, nous, d'un point de vue ligue, l'arrêt des compétitions, alors, nous, comme les joueurs, comme les entraîneurs, les officiels techniques, on a été fortement impactés. Déjà, pour nos compétitions où on va officier. Et puis, d'un point de vue formation, sujet que tu abordes, au sein de la Ligue PACA, on a été obligé, moi du moins du côté arbitrage, de reporter deux formations juges de ligne à Fos et à Aix qui étaient prévues sur les dernières journées d'interclubs nationaux. Donc ça sera reporté sur la première journée à domicile pour chacun des clubs. Et une formation d'arbitre qui était prévue sur le TRJ4 à Sisteron, qui a été repoussée sur le TRJ de Briançon et qui maintenant sera repoussée durant le premier trimestre, la première partie de saison, si les compétitions reprennent au mois de septembre, comme tout le monde l'espère. Donc effectivement, c'est plutôt des reports. Et la première formation d'arbitre qu'on fera, se fera avec les gens qui étaient prévus au mois de mars. S'ils sont Ok. évidemment. Ok, donc ces formations d'arbitre, c'est peut-être le moment d'en parler justement. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer peut-être comment suivre ce genre de formation? Finalement, c'est peut-être le moment de lancer un appel pour avoir plus d'officiels techniques. C'est quand même important, les officiels techniques. On les a pas assez vus encore. Là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça reste une des facettes importantes du Alors, sport, participer. tout à fait. Jusqu'à présent, on avait quelques petits soucis en PACA, mais cette saison, je peux dire que j'ai été verni parce qu'on a fait une première session où j'avais 8 personnes et sur la seconde, il en était prévu 10. Donc, ce qui aurait fait 18 personnes sur une saison, ce qui est un gros contingent parce qu'après, former des gens, c'est bien, mais il faut pouvoir les suivre tout au long de la journée, les amener au grade supérieur. Et là, ça aurait été bien costaud pour les personnes qui avaient moins suivre les arbitres. Alors, la seule chose qu'on peut dire, c'est que pour la formation d'arbitre au premier niveau, il n'y a besoin d'aucune connaissance, aucune compétence. C'est vrai qu'il est plus agréable, il est plus facile de devenir arbitre quand on connaît les règles, quand on est joueur, mais ce n'est pas une obligation, il n'y a pas de prérequis au niveau de l'arbitrage, comme pour les juges de ligne, où les juges de ligne n'ont pas besoin d'avoir un prérequis.
Après, la façon dont ça se passe, ben, ça se passe depuis 3-4 ans avec de la formation à distance au départ. On a les règles du badminton qui sont envoyées aux stagiaires, un questionnaire, on leur demande de faire un gros travail préparatoire chez eux, de nous renvoyer le questionnaire avec les réponses. Et nous, ça a 3 objectifs. Le premier, les préparer, faire en sorte qu'ils n'arrivent pas tout nus le jour de la formation. Le deuxième, faire une formation qui s'adapte à nos stagiaires et pas donc c'est-à-dire une formation sur mesure et pas une formation sur étagère. En fonction des retours, on ajuste la formation par rapport au panel de personnes qu'on a. Et le troisième, ça nous permet de réduire le temps de formation théorique et donc de passer un maximum de temps sur le terrain. À l'heure actuelle, on peut dire qu'on passe près de 70% de la formation initiale sur le terrain, sur la compétition sur lequel on fait la formation initiale. Et contrairement à d'autres formations, eh ben nous, on est comme les formations techniques, on apprend l'arbitrage sur les terrains le temps des compétitions et on s'entraîne aussi à l'arbitrage pendant les matchs. Donc, je pense qu'on a fait une grosse avancée. Je dirais, en tant qu'ancien combattant, quand j'ai commencé, on passait une journée à lire le règlement, donc c'est-à-dire qu'on regardait si on savait lire. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a quelques encore ajustements, améliorations à faire, c'est évident. On pourrait améliorer encore la formation à distance, et ça voudrait dire des plateformes bien spécifiques de formation à distance, des spécialistes de la formation pour faire des supports pédagogiques un peu plus adéquats à la formation à distance, et des formateurs qui seraient aussi formés. Parce que pour moi, un webinaire, par exemple, c'est bien, une visioconférence, c'est bien, mais ce n'est pas de la formation, c'est de l'information. Donc, je fais une relativement grosse différence entre la formation et l'information, mais il y a toujours des choses à faire et à progresser, c'est assez évident. Ok, bah écoute, le message est passé. En fait, la dernière question, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on en retire et quelles sont pour toi les motivations à devenir officiel technique. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut mettre en avant? Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour les gens qui n'ont pas forcément cette idée aujourd'hui et qui voudraient y venir? Pourquoi devenir officiel technique, Alain? Alors, je vais faire une simple réponse. Je vais, allez, pas faire de la parodie, mais en gros reprendre les mots que m'avait dit un officiel technique PACA quand j'ai commencé. Il nous avait dit, l'avantage d'être arbitre, c'est que vous serez acteur d'un match à un niveau où vous ne serez jamais en tant que joueur. L'arbitre est au même titre que les joueurs, un des acteurs du match. De par sa performance, le match peut être très intéressant ou peut être moins agréable pour tout le monde, les joueurs et les spectateurs. Mais en tout cas, un arbitre peut avoir la chance d'arbitrer à très haut niveau, alors qu'il n'a un niveau de jeu en tant que joueur lamentable. Enfin, lamentable, pas, on va dire. En tout cas, ce n'est pas forcément un super joueur. Donc, il y a à l'heure actuelle, parmi des officiels techniques, à très haut niveau, international, voire même BWF, des gens qui n'ont jamais été classés dans les meilleurs français, voire même dans les meilleurs de leur région. Et de ce côté-là, c'est quand même un énorme avantage. Donc pour moi, l'élément, il est là. Après, il faut aimer effectivement la rigueur. Il faut aimer des éléments bien spécifiques, ne pas avoir peur de prendre des décisions rapidement. On doit prendre des décisions très rapidement. Voilà. Mais on a un gros avantage au badminton, c'est que quand les deux joueurs ne sont pas d'accord avec notre décision, on peut revenir dessus. C'est quand même très agréable. Et ça, c'est dû au fait que dans notre sport, on a la notion d'auto-arbitrage. Quand les deux joueurs ne sont pas d'accord, ils remettent le point. Si les deux joueurs ne sont pas d'accord avec la décision de l'arbitre, l'arbitre donne le point en fonction de ce qu'a dit les joueurs, ou on remet un let si les deux joueurs. Voilà.
Et ça, c'est un aspect aussi très positif qui peut permettre de dire à des joueurs et à des personnes, un arbitre de badminton n'est pas un robot, n'est pas une machine, peut faire des erreurs, et il peut se corriger s'il fait une erreur quand les deux côtés, les deux joueurs ou les deux paires ne sont pas d'accord avec sa décision. Ça, c'est un côté très agréable à entendre quand on est effectivement arbitre et qu'on a peur, en gros, de par une mauvaise décision, de polluer le match. Voilà ce que je peux dire au niveau de l'arbitrage. Ok, merci beaucoup Alain, merci pour ton intervention. Donc on retient bonne formation avec une partie à distance et puis le fait d'être acteur du match, comme tu le dis, c'est vraiment important. Puis c'est vrai que dans notre région, on a quand même la chance d'avoir quelques joueurs de bons et de très bons niveaux, notamment avec les rencontres de top 12 et c'est pour des arbitres sans doute un moment fantastique à passer à arbitrer des rencontres avec ces fantastiques joueurs. Merci beaucoup Alain. Et un dernier mot pour conclure. On a un avant-dernier mot, c'est de prendre l'exemple d'un jeune arbitre, c'est-à-dire que l'arbitrage au niveau du badminton peut se commencer très jeune. Et on a un très bon exemple qui s'appelle Rafael Rodriguez, qui arbitre au niveau national, qui commence à aller sur des compétitions internationales et il n'a que 18 ans, 19 ans maintenant. Un dernier mot, c'est rester, profiter du temps que vous avez en termes de confinement, donc aux arbitres, pour réviser les règles, les éléments sur les tenues, tous ces éléments-là. Pour les autres et les joueurs de badminton, pour revenir plus fort sur les terrains dès la rentrée. Et surtout, ne pas oublier que, au travers des actions qui sont menées, cap ou pas cap, les webinaires, notamment le prochain webinaire que la Ligue a lancé sur la fidélisation ou autre, la Ligue PACA, même si les salariés sont en partie confinés chez eux, travaillent à distance et que la Ligue continue à fonctionner, comme je pense certains clubs et comme la fédération. Et bon courage à tout le monde. Merci Alain. À très bientôt alors. À très bientôt sur les terrains et en dehors des terrains également. Merci. Salut.